Marco me dit l'année dernière, Julien Alvarez a atteint le chiffre record de 70 matchs joués dans la saison. Ça correspond clairement à la tendance du moment. Est-ce qu'il faut s'en plaindre ou considérer que les joueurs font simplement leur boulot? Pour moi, c'est beaucoup trop. Alors, ton exemple est à la fois bon et pas bon, parce que Julian Alvarez, effectivement, il a disputé 70 matchs, mais 70 bouts de match, parce il est pas titulaire il était pas titulaire avec Manchester City. Après, on n'a pas besoin d'aller dans cette extrémité des 70 matchs. Je veux dire, un joueur qui joue 60 matchs dans une saison, c'est évidemment beaucoup trop, parce que ça fait quasiment 2 matchs par semaine, puisque tu enlèves les périodes de trêve. Et voilà, et c'est un phénomène qui est formidablement inquiétant pour le football d'aujourd'hui, parce que on rallonge les compétitions, on rajoute des compétitions, et là il va y avoir cette Coupe du Monde des clubs qui veut pas dire grand chose, quoi, que c'est je sais même plus comment dire ça, mais bon, encore une fois, plus tu multiplies les matchs, plus tu baisses l'importance des matchs. Tu vois, j'en reviens à cette nouvelle formule de Ligue des Champions où tu as 2 matchs de groupe de plus, où tu as un classement pour les 36 équipes, alors que les équipes ne vont même pas jouer les mêmes matchs. Donc déjà sur le plan de l'équité sportive, c'est un non-sens. Donc voilà, je suis inquiet. Je suis inquiet pour ce football qui a des problèmes. On le voit en France sur le plan financier. Et puis si tu demandes à des joueurs de faire 70 matchs, faut pas s'étonner s'ils se dopent au bout d'un moment, quoi. Voilà, j'ai changé de place parce que, oui, à la boule, le soleil tourne. Alors, on continue. Jackie Boy dit: le spectacle en tribune à Marseille était magnifique et spectaculaire. Pensez-vous que la Ligue va sanctionner ou alors ne rien faire vu que c'était l'anniversaire? Malheureusement, j'ai peur qu'il sanctionne. Alors, ce que je ne sais pas, c'est si le club et les supporters ont fait une demande spéciale par rapport au fait que ce soit les 125 ans de l'OM. Après, je suis désolé de faire le rabat-joie, mais quand au beau milieu de la deuxième période, on voit plus rien à la télé parce qu'il y a de la fumée partout, je suis désolé, en tant que téléspectateur, je trouve ça chiant. Et que je trouve que les tifos en eux-mêmes étaient sublissimes et que ça suffisait en soi. Je sais qu'il y a cette culture de la pyrotechnie chez les supporters, donc voilà. Encore une fois, je ne sais pas s'il y a eu une demande de fête au niveau du club pour l'anniversaire. Je ne sais pas quelle a été la réponse de la Ligue. En même temps, j'ai comme dans l'idée que la Ligue, elle va envie de se faire petite en ce moment, quoi. Jackie Boy, pensez-vous que l'accueil de Rabiot sera correct ou alors Rachid et ses potes vont lui faire payer son passé d'ex-parisien? Ce qui serait vraiment absurde. Je ne peux pas répondre à cette question, d'abord parce que je ne suis pas dans la tête de Rachid et de ses potes, Dieu merci. Mais il y a plusieurs manières d'appréhender la chose. Tu peux te dire que c'est une prise de guerre pour l'OM d'avoir réussi à signer un Parisien historique, formé au club, donc qui peuvent être très fiers de ça, et qu'au contraire ça peut conférer à Rabiot une popularité, ou effectivement, mais j'imagine qu'il y aura des supporters de Marseille bien bas de plafond qui ne lui pardonneront jamais d'avoir joué au PSG, d'avoir dit à une époque qu'il ne signerait jamais à Marseille, comme Eli Wahi d'ailleurs. Donc, enfin voilà, encore une fois, dans ce genre de situation, c'est le terrain qui parle, et le reste n'a que guère d'importance. Jackie Boy toujours.
Benoît Paire a encore fait exprès de perdre la semaine dernière avec un comportement déplorable. Pourquoi continue-t-il à jouer alors que visiblement il s'en fout? C'est une question qu'on peut malheureusement se poser depuis bien longtemps avec Benoît Paire, qui a l'air lui-même de ne prendre aucun plaisir sur un terrain, qui avant effectivement courait le cacheton pour gagner sa croûte, qui en soi n'est pas critiquable, mais évidemment plus son classement baisse, plus c'est prize money baisse. Voilà, c'est triste. Moi, je ne connais pas Benoît, mais j'ai l'impression que psychologiquement, ce garçon n'a pas tout réglé. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est une histoire sans fin et une triste histoire sans fin. Supporter parisien me dit Donnarumma est officiellement forfait pour le premier match de Ligue des Champions face à Girone à cause d'une gêne à la cuisse ressentie contre Brest. Parmi les deux remplaçants les plus probables, Thélas et Safonov, lequel te semble mieux placé pour le remplacer? Alors là, j'en ai aucune idée. Puisque Safonov, je suis comme tout le monde, je l'ai jamais vu sous le maillot parisien. Maintenant, j'avoue que déjà, je ne comprends pas le PSG qui a quand même fait globalement un mercato assez économe. Je comprends pas qu'ils aient claqué 20 millions sur un gardien remplaçant. Déjà ça me paraît un non-sens. Ça me paraîtrait encore plus un non-sens si à l'arrivée c'était Thénas qui jouait dans le but contre Girone. Voilà. Après, ça, ce sont les choix de Luis Enrique qui sont très souvent impénétrables. Geoffrey Gagneur me dit: que penses-tu de l'idée d'Emmanuel Macron de créer une fête du sport? Perso, je trouve que c'est une bonne idée si elle a le même succès que celle de la musique. Moi, je trouve que c'est un petit peu... je vois pas bien l'intérêt, je vois pas bien la valeur ajoutée, mis à part encore une fois de faire un écran de fumée, une sorte de détournement des choses. Voilà, il y a pas, je vois pas bien ce que ça va apporter à qui que ce soit, ce genre de truc. Donc, ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan. Autant j'ai trouvé cette parade des Olympiques tout à fait sympathique et très jolie, et que ça faisait un beau point final à cette période enchantée qu'ont été les JO et les JO paralympiques. Autant faites du sport sur la base de quoi? Ouais, non, je vois pas bien l'intérêt. Nicolas me dit: en fin de saison dernière, tu étais très pessimiste pour le PSG sans Mbappé, qui va marquer, as-tu martelé dans plusieurs vidéos. Quelles sont les explications de cette réussite finalement sans lui? Quelle est ton analyse? Alors, mon analyse, si vous suivez bien ce que je dis, c'est que j'ai dit qui va remplacer les 44 buts de Mbappé. C'était vrai, c'est vrai. Mais j'ai aussi toujours dit, à chaque fois qu'on me l'a demandé, que pour moi le PSG était toujours favori du championnat. Je pense qu'avec ou sans Mbappé, le PSG a quand même de loin la meilleure équipe du championnat. Donc, je ne suis pas étonné, compte tenu des 3 premiers matchs, des 4 premiers matchs du PSG, qui sont quand même, on va dire, des matchs finalement parmi les plus faciles. Le Havre joue le maintien, Montpellier joue le maintien, Brest doit faire attention à pas jouer le maintien cette année. Et il y avait Lille, mais Lille c'était 4 jours après leur tour préliminaire de Ligue des Champions. Donc il n'y a rien d'étonnant. Je rappelle quand même qu'avec l'année de Tuchel, le PSG avait gagné ses 14 premiers matchs. Donc pas de surprise non plus. Voilà, c'est sur la durée, c'est quand on va arriver contre Monaco, contre Marseille, qu'il va falloir voir comment cette attaque du PSG, et puis surtout en Ligue des Champions. Donc je ne suis pas étonné que le PSG
performe pour l'instant sans Mbappé, mais ce sera effectivement à la fin de la saison qu'il faudra faire les comptes. J-Feu me dit: la signature de Rabiot à l'OM n'est-elle pas une régression pour lui? Comment vois-tu les relations entre le club et sa mère? Sa mère, ça fait quand même un moment qu'on l'entend plus. Autant elle était omniprésente au début de la carrière d'Adrien, parce que c'était un bébé. Maintenant, c'est plus un bébé, c'est un homme. Peut-être que sa mère aussi a mis un peu d'eau dans son vin. Voilà. Est-ce que c'est pas une régression pour lui? Moi, j'estime que quand tu peux aller à Manchester United ou à Milan AC, te retrouver à Marseille, c'est une forme de régression, ne serait-ce que parce que le club ne joue pas de Coupe d'Europe. Maintenant, les relations entre le club et sa mère, je pense que si les résultats sont bons et qu'Adrien joue, je vois pas pourquoi il y aurait de problème. Pagistral 67-68, c'est un Alsacien lui, me dit: étant amoureux du Racing, j'aurais aimé connaître votre avis sur une rénovation du stade de la Méno. Pour ma part, j'aurais peut-être préféré une rénovation plus vaste en incluant les autres tribunes. Merci pour votre émission. Oui, mais c'est pas possible. Tu sais, il y a... je vais prendre le parallèle avec le Parc des Princes, quand les gens disent pourquoi on fait pas un Parc des Princes à 80 000 places? Parce qu'une partie du stade est construite sur le périphérique et que au niveau architectural, ça ne supporterait pas le poids d'une tribune plus importante. À la Méno, c'est pareil. Derrière, il y a Lille qui passe, là derrière le Crèmerie, ce qui fait qu'on ne peut pas aller plus loin au niveau des tribunes. Donc il y a un moment donné où la situation géographique de la Méno interdit un véritable agrandissement du stade. Après, bon, je veux dire, une ville comme Strasbourg, entre 25 et 35 000 personnes, je veux dire, au-delà, ça me paraît totalement illusoire. Et encore une fois, quand tu veux gagner vraiment de l'argent pour le club, ce qui compte, c'est d'avoir des loges, des salons. À Strasbourg, en plus, il y a ce phénomène de l'esplanade où finalement, 3 heures avant le coup d'envoi, il y a déjà plein de monde qui fait du chiffre. Donc, c'était pas possible d'augmenter la taille du stade plus que ça. Geoffrey Chéreau me dit: dans ton dernier face à Pierrot, tu as lâché un petit. Mon Dieu, comment j'ai pu me laisser aller comme ça en rapport avec ta prise de poids? Selon toi, qu'est-ce qui t'a entraîné dans cette situation? Je peux m'allonger, on peut faire une psy. Je sais pas. En fait, je pourrais pas dire. Je crois que... ma pauvre mère, qui est partie il y a 1 an et demi, elle a quand même une part de responsabilité là-dedans, parce que en fait, quand je suis né, je faisais 4 kg 480, et ma mère, qui était forte quand elle était jeune, m'a élevé dans la hantise de la prise de poids. Ce qui fait que quand j'ai commencé à être un petit peu autonome, c'est-à-dire à pouvoir aller à l'école tout seul, j'ai découvert des tas de choses que je ne connaissais pas à la maison, les croissants, les pains au chocolat, le coca, voilà. Donc je grossissais, donc plus je grossissais, plus ma mère me mettait au régime, plus elle me mettait au régime, plus je mangeais en cachette pour me venger, et voilà, et de fil en aiguille. Après la pratique du métier de journaliste, où finalement tu passes ta vie au resto, ou quand tu es en déplacement à l'étranger, ton repas du soir après le match, c'est le Toblerone du midi bar et les canettes de coca. C'est pas non plus l'idéal. Je l'ai payé très cher, puisque mon obésité m'a provoqué cette cirrhose du foie. Même si ça m'a fait perdre, aujourd'hui je fais... par exemple, si vous voyez la scène du poulpe avec Didier, je fais 50 kilos de moins aujourd'hui. Mais voilà, bon, le mal est fait, d'abord parce que j'ai les conséquences de la greffe, et puis parce que mon genou est droit, parce que c'est bien gentil d'être classé au tennis en faisant 140 kilos, mais
tes genoux sont pas d'accord. Éric Gauthier. Bordeaux risque-t-il sa vie cette semaine devant le tribunal de commerce, sachant qu'en jouant à huis clos et sans stade, ils n'ont plus de recettes, pourtant budgétisées dans les comptes présentés devant la DNCG. C'est vrai que la situation des Girondins, qui est déjà terrible, puisque le club a été relégué en National 2, elle est encore très très inquiétante. Ce que je trouve hallucinant, c'est que Gérard Lopez soit toujours en place, alors qu'il est à l'évidence le fossoyeur de ce club. Et qu'il ne faut pas se leurrer, s'il est là, c'est parce qu'il espère récupérer encore un peu d'oseille, ce qui me paraît fou. Oui, j'ai peur qu'on soit pas encore au bout de nos mauvaises surprises dans ce club. En même temps, tout a été fait dans la hâte, et le fait qu'il joue à huis clos, effectivement, fait qu'il n'y a pas de recettes, et que le club a quand même finalement pas mal recruté, et que j'ai peur qu'on soit encore en train de creuser du déficit. Et je suis très très inquiet. Jean-Philippe Sudre me dit, pourquoi selon toi les audiences du top 14 sur Canal étaient supérieures à la Ligue 1 en général, d'où l'impasse sur les droits alors que le Canal est un partenaire historique? Alors, je suis pas certain que les audiences du top 14 soient supérieures à celles de la Ligue 1. Je pense que Canal a apporté au rugby son savoir-faire, son expertise, sa façon de filmer les matchs, sa façon d'entourer les matchs, tout ce que DAZN ne sait pas faire, et que du coup, elle a fait du top 14 un produit sexy, sachant qu'en plus, le top 14 de rugby est un championnat de bien meilleur niveau en rugby que la Ligue 1 l'est en foot. Donc, après, je pense qu'une Ligue 1 compétitive, voilà, a toute sa place sur Canal. Le problème, c'est que tu peux pas, les moyens de Canal sont pas extensibles, et que si tu mets beaucoup d'argent dans les coupes d'Europe, beaucoup d'argent dans le rugby, t'as plus de sous pour le mettre dans la Ligue 1. Mais la faute à qui, les gars, hein? La faute à qui?